La carotide externe et ses terminaisons. Nous allons vous présenter dans un premier temps les trajets et les rapports de la carotide externe, puis nous verrons ses branches collatérales, puis ses branches terminales, avec la maxillaire interne et la temporale superficielle. Nous vous parlerons de quelques pathologies associées à la carotide externe, et enfin, nous analyserons une dissection de cette dernière. Branche de bifurcation de la carotide primitive, l'artère carotide externe s'étend du bord supérieur du cartilage thyroïde au col du condyle du maxillaire, point où elle se divise en deux branches terminales, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire interne. Chez l'adulte, son calibre égale à celui de la carotide interne, ou parfois un peu inférieur. Chez l'enfant, et surtout chez le fœtus, la carotide interne est notablement plus volumineuse que l'externe, en raison du développement précoce des centres nerveux de l'appareil de la vision. Son origine se trouve en dedans et en avant de la carotide interne. Elle se porte d'abord en haut et en dehors vers l'angle de la mâchoire, puis devient verticalement ascendante jusqu'au col du condyle où elle se bifurque. Du point de vue des rapports, la carotide externe est d'abord superficielle puis s'engage sous le digastrique pour pénétrer dans la loge parotidienne. On lui décrit deux portions de part et d'autre du digastrique. Au-dessous du digastrique, elle est en rapport avec le nerf vague comme l'était la carotide commune plus bas. Le nerf grand hypoglosse croise l'artère à 5 ou 20 mm de son origine et émet à ce niveau sa branche descendante. Le tronc thyrolingo-facial, lui, croise l'artère assez bas, tout près de son origine. La jugulaire interne passe sur la face postérieure de la carotide. En dedans, la carotide externe repose sur la paroi du pharynx. En arrière, la carotide externe répond à la carotide interne. En avant, elle répond à l'extrémité postérieure de la grande corne de l'os hyoïde. Au-dessus du digastrique, la carotide externe chemine d'abord entre le stylo hyoïdien et la paroi du pharynx, puis entre cette paroi et la parotide dans laquelle elle pénètre. La carotide externe présente au total 6 branches collatérales. On peut les scinder en branches antérieures au nombre de 3 et en branches postérieures au nombre de 3 également. Les branches antérieures. L'artère faciale est en rapport avec la glande sous-mandibulaire, elle se dirige dans la loge submandibulaire, va contourner par en dedans l'angle de la mandibule jusqu'à la joue, jusqu'à se terminer au niveau de la face interne de l'œil. Elle peut être lésée dans les fractures symphysaires et mandibulaires à hématome extensif. L'artère linguale naît de la carotide externe près de la grande corne de l'os hyoïde, passe en dedans du muscle hyoglosse et va venir plus en profondeur pour irriguer la langue. Elle va se terminer par une artère ranine au niveau de la pointe de la langue. Elle est sinueuse pour permettre la protrusion linguale. L'artère thyroïdienne qui vascularise le corps de la thyroïde et le larynx. Les branches postérieures et médiales. L'artère auriculaire postérieure vascularise la partie postérieure du cuir chevelu, l'auricule ainsi que le nerf facial. L'artère pharyngienne ascendante va vasculariser le pharynx. L'artère occipitale, elle, donne des rameaux qui traversent le trou déchiré postérieur et qui vont vasculariser la dure-mère sous la voûte occipitale. Dans cette partie, nous allons décrire les branches terminales. Il s'agit de l'artère maxillaire interne et de l'artère temporale superficielle. L'artère maxillaire naît à l'intérieur même de la parotide derrière le col du condyle mandibulaire. Elle pénètre dans la région par la boutonnière rétrocondylienne de Juvara que limite, en dedans, le ligament tympano-maxillaire. Le trajet de l'artère maxillaire débute dans la région ptérygoïdienne, puis elle a un trajet variable suivant sa position. Lorsqu'elle est profonde, elle s'éloigne de l'aponévrose ptérygo-temporo-maxillaire et elle se redresse pour passer entre les deux faisceaux du ptérygoïdien latéral. La maxillaire interne est la plus grosse des branches terminales, ce qui lui permet de vasculariser une zone étendue. En effet, ces 14 branches vont irriguer l'oreille, les dents, la dure-mère, les muscles de la mastication et ceux des yeux, les glandes lacrymales, les amygdales palatines, le palais mou, le pharynx supérieur et enfin la fosse nasale et les sinus du nez. La maxillaire interne est concernée par l'épistaxis qui est une hémorragie issue des cavités nasales et des sinus. Sa fréquence est expliquée par la richesse de la vascularisation des cavités nasales. Son origine peut être traumatique, tumorale, inflammatoire ou due à une baisse de la coagulation. L'artère temporale superficielle. Dès son origine, ici représentée en bleu,
Elle se porte en haut et légèrement en dehors, comprise dans l'épaisseur de la parotide. Elle en sort par son bord supérieur. Elle devient superficielle au niveau du conduit auditif externe. Elle se situe en avant de la veine temporale superficielle, elle-même en avant du nerf auriculo-temporal. L'artère temporale superficielle donne de nombreuses branches collatérales. L'artère transverse de la face se porte en avant au-dessous de l'arcade zygomatique et se termine dans la joue. L'artère zygomatomalaire se dirige en avant au-dessus de l'arcade zygomatique et se termine dans la partie externe de l'orbiculaire des paupières. L'artère temporale moyenne, elle, est inconstante. L'artère temporale superficielle se termine en deux branches, la postérieure ou pariétale qui se porte directement en haut, l'antérieure ou frontale qui se dirige en haut et en avant. Elle irrigue le muscle temporal, le muscle masséter, les muscles orbiculaires ainsi que la peau de la face et le cuir chevelu, la glande parotide et l'articulation temporomandibulaire ici représentée. Pathologie de la carotide externe. La bifurcation carotidienne est un des principaux sites concernés par ces pathologies vasculaires. Le rétrécissement ou sténose carotidienne favorise l'envoi dans la circulation cérébrale de fragments de caillots qui risquent de provoquer un accident vasculaire cérébral. La plaque d'athérome, il s'agit du dépôt de graisse et débris de cellules sur la paroi artérielle saine qui aura les mêmes conséquences que la sténose. La maladie de Horton, il s'agit d'une maladie inflammatoire des vaisseaux, plus connue sous le nom d'artérite temporale, du fait que cette dernière est souvent affectée au cours de la maladie. D'autres pathologies existent, mais nous ne ferons que les citer. Parmi elles se trouvent les tumeurs du glomus carotidien, la dissection carotidienne, la dysplasie des artères carotides, les agénésies et les hypoplasies de ces axes, le moyamoya et enfin la maladie de Takayasu. Pour réaliser la dissection de la carotide externe, il a fallu retirer le plan possier en suivant la clavicule, le plan médian et la mandibule. La carotide externe se trouve sous le fascia superficialis, ici ouvert en regard de la bifurcation carotidienne. Pour atteindre la région sous-parotidienne, nous avons écarté le muscle sternocléidomastoïdien, puis le chef postérieur du digastrique et le muscle styloïoïdien. Voici une reconstitution. L'opérateur tire sur la carotide externe. Cette dissection nous permet de mettre en évidence quelques repères anatomiques, puis les carotides communes, internes et externes, et enfin quelques-unes des branches de cette dernière. La sténose carotidienne peut être symptomatique avec des manifestations regroupées sous le terme d'accident vasculaire cérébral. Il peut s'agir d'accidents ischémiques transitoires, d'une atteinte oculaire ou de paralysie d'un hémicorps. Il peut être intéressant d'ouvrir le sujet sur le fait que la sténose carotidienne peut être asymptomatique et n'entraîner aucune complication. Elle peut être interrompue à son émergence sans aucune répercussion fonctionnelle grâce à la richesse anastomostique de ses ramifications.